Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous ramez fort, plus votre barque coule vite? Vous suivez tous les conseils. Vous optimisez votre journée. Vous déclarez la guerre à la procrastination. Mais la seule chose que vous ressentez à la fin de cette bataille, ce n'est pas la victoire. C'est la sensation que vos forces vous quittent irrémédiablement. Et vous êtes épuisé, parce que pour résoudre ce problème, le monde moderne vous a remis une carte. Mais cette carte est un mensonge habile. Il existe une autre carte, non pas imprimée, mais vivante, ancienne. Elle n'est pas tracée sur du papier, mais dans le tissu même de l'âme humaine, dans ses canyons sombres et inexplorés. Et Carl Jung fut l'un de ces rares cartographes qui osa descendre dans ces ténèbres pour en lire les signes. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas vous donner une autre astuce. Nous allons faire quelque chose de plus important. Vous comprendrez pourquoi votre volonté est devenue votre ennemi. Vous découvrirez quel message vital votre fatigue porte en elle. Et vous verrez le chemin vers une source d'énergie que vous aviez cessé de chercher. Parce que toute votre vie, vous avez cherché au mauvais endroit. Si vous êtes prêt à cesser de lutter et à commencer à écouter. Notre plongée commence maintenant. Parlons de ce sentiment, vraiment. Pas de la fatigue banale de fin de journée, mais de quelque chose de plus profond, de plus fondamental. De ce bourdonnement sourd et à basse fréquence de l'épuisement qui résonne en coulisses de toutes vos pensées, du réveil jusqu'au sommeil agité. De ce goût de cendre qui reste dans la bouche après une énième journée dite productive, où vous avez fait tout ce que vous deviez, mais n'avez ressenti rien d'autre que le vide. Vous regardez votre liste de tâches, votre calendrier quadrillé en bloc d'efficacité, et vous ne voyez pas une carte des possibles, mais les barreaux de votre prison. Chaque tâche est un barreau de plus. Chaque rendez-vous, un verrou de plus. La joie, qui était autrefois le carburant de vos entreprises, est devenue un souvenir lointain, presque indiscernable, comme une mélodie d'enfance. Maintenant, il n'y a que le devoir et la lourdeur. Ce n'est pas la douleur bruyante d'une tragédie, mais la corrosion silencieuse du sens qui ronge lentement les jours de l'intérieur. Vous êtes le fantôme le plus efficace de votre propre vie. Votre corps est là, il accomplit des actions, répond aux emails, hoche la tête au bon moment. Mais vous-même, vous n'êtes pas vraiment là. Vous observez votre vie de l'extérieur, comme un film dont le héros a oublié son rôle, mais continue de prononcer mécaniquement ses répliques. Vous fonctionnez à la perfection, mais vous avez cessé de vivre. Et au centre de ce vide silencieux, je sais ce que vous vous dites. Que vous devez faire plus d'efforts, que quelque chose ne va pas chez vous, que les autres y arrivent, mais pas vous, que vous êtes paresseux, faible, brisé. Et c'est pourquoi la première chose que vous devez entendre, la vérité fondamentale sur laquelle nous construirons tout le reste, est la suivante. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas paresseux. Votre état n'est pas le signe d'un échec personnel. C'est une réaction absolument saine, normale et raisonnable de votre âme aux exigences malsaines et inhumaines que vous et le monde qui vous entoure lui imposez. Votre psyché ne défaille pas, elle vous protège. Votre épuisement n'est pas une panne, c'est une forme d'intelligence instinctive profonde. C'est une fièvre spirituelle et psychologique dont le but est de brûler ce qui n'est pas authentiquement vous, de vous forcer à vous arrêter, de vous forcer à enfin écouter. Donc vous n'êtes pas en train de devenir fou. Au contraire, vous commencez à vous éveiller à la vérité de votre vie. Et cette vérité, bien que douloureuse pour l'instant, est le seul chemin vers la guérison. Nous avons établi que vous n'êtes pas brisé, mais en train de vous éveiller. Et c'est ici, à ce seuil, que commence le véritable voyage. Car il exige de nous un changement de perspective radical, presque impensable. Et maintenant? Et si je vous disais que votre burn-out n'est pas un ennemi, que votre apathie n'est pas une maladie, et si tout cela, votre fatigue, votre incapacité à vous reprendre, était en fait un acte d'une grande et salvatrice sagesse. Imaginez-le ainsi. Votre âme, votre essence la plus profonde, a tenté pendant des années de vous atteindre par des murmures. Elle murmurait dans ces moments où vous ressentiez une mélancolie inexplicable en regardant par la fenêtre. Elle vous parlait à travers ce désir soudain de tout laisser tomber et de partir. À travers des passe-temps oubliés qui prenaient la poussière sur une étagère, comme un reproche à votre devoir. Mais vous étiez trop occupé, trop efficace. Vous n'avez pas entendu.
Alors désespérée, elle a décidé d'utiliser le seul langage que votre conscience hyper contrôlante ne pourrait ignorer. Le langage de l'épuisement total. Le langage de la panne complète du système. Votre apathie n'est pas une absence de sentiments. C'est une forme de grève sacrée contre une vie qui a cessé d'être la vôtre. Votre âme n'essaie pas de vous briser, elle essaie de vous sauver. De vous sauver d'une vie qui a l'air belle sur un calendrier, mais qui se ressent comme une trahison de soi. Donc, si votre épuisement n'est pas un problème mais un message, notre tâche principale change. Nous cessons d'essayer de le réparer. Au lieu de cela, nous devons devenir des traducteurs. Nous devons apprendre à le déchiffrer. Mais ici surgit un obstacle fondamental. Ce message est écrit dans l'ancienne et silencieuse langue de l'âme. Et nous sommes habitués à n'écouter que les ordres assourdissants de notre esprit. Pour déchiffrer ce message vital, nous devons d'abord comprendre pourquoi toutes nos méthodes habituelles, la discipline, la motivation, le contrôle de soi, non seulement ne fonctionnent pas, mais nous empêchent activement de l'entendre. Elles créent du bruit. Elles étouffent la voix silencieuse qui essaie de nous sauver. C'est pourquoi, avant de nous tourner vers la sagesse de Jung, nous devons accomplir un acte nécessaire d'hygiène intellectuelle. Nous devons disséquer le mythe principal de l'ère de la productivité pour voir exactement comment il nous maintient captifs de ce cycle destructeur. Nous devons comprendre l'anatomie de notre piège. Regardons la carte que nous propose le monde moderne. Elle semble si logique, si juste. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si dangereuse. Cette carte nous propose 3 itinéraires standards, 3 solutions sensées à notre état. Et vous avez, sans aucun doute, essayé chacune d'entre elles. La première prescription dit « Tu es en burn-out, alors tu as besoin de vacances. » Vous économisez de l'argent, prenez 2 semaines et partez à la mer. Et pendant un certain temps, cela fonctionne. L'air salin et l'absence d'échéance apportent un réel soulagement. Mais c'est une anesthésie, pas un traitement. Car le problème n'est pas au bureau, mais en vous. Et dès que l'avion atterrit, vous la sentez, cette même lourdeur du quotidien qui vous attendait patiemment au bas de la passerelle. Parfois, elle revient encore plus forte, nourrie par le contraste entre la liberté et la cage. Les vacances ne soignent pas le burn-out. Elles ne font que le mettre en pause. La deuxième illusion est encore plus profonde. Tu manques de motivation? Alors il faut trouver un pourquoi plus fort. On vous dit qu'il faut se fixer un objectif plus ambitieux, visualiser le succès, accrocher au mur l'image de son rêve. Mais c'est comme essayer d'inspirer par des discours un homme qui se meurt de soif. Le problème n'est pas que vous n'ayez pas de but. Le problème, c'est que votre puits intérieur, d'où vous puisiez votre énergie, s'est asséché. Vous pouvez regarder autant que vous voulez le magnifique oasis à l'horizon, mais si vous n'avez pas la force de faire un seul pas, cette connaissance ne devient qu'une forme de torture sophistiquée. Et enfin, la plus insidieuse de toutes les illusions. Tu procrastines, alors il faut plus de discipline. Cette voix du critique intérieur, déguisée en gourou de la productivité, dit que vous n'êtes tout simplement pas assez dur avec vous-même. Et vous commencez à serrer la vis. Levers matinaux, douche glacée, emploi du temps strict. Mais dans votre état, la discipline n'est pas un outil de création. C'est simplement un outil plus raffiné pour la guerre contre vous-même. Une guerre dans laquelle vous êtes à la fois l'agresseur et la victime. Chaque acte de discipline devient un acte de violence envers soi-même qui ne fait que renforcer la résistance intérieure et brûler les dernières gouttes d'énergie psychique. Toutes ces solutions commettent la même erreur fatale. Elles sont comme tenter de réparer un moteur de voiture calé en appuyant constamment et de toutes ses forces sur l'accélérateur. Vous ne résolvez pas le problème. Vous brûlez les derniers restes de carburant et détruisez définitivement le mécanisme. Parce que vous essayez de traiter un symptôme en ignorant complètement la véritable cause de la maladie. Toutes ces solutions, vacances, motivation, discipline, sont des outils de l'arsenal d'une seule et même partie de vous. La partie qui croit au contrôle, à l'efficacité et à la volonté. Pour comprendre pourquoi elles sont vouées à l'échec, utilisons une analogie simple mais incroyablement profonde. Imaginez que toute votre psyché n'est pas un monolithe, mais un collectif vivant et créatif. Il y a des artistes, des ingénieurs, des rêveurs, des jardiniers, des musiciens. Toutes ces parties de vous qui sont responsables de la joie, du sens, de l'intuition et de la force vitale. Et votre moi conscient, votre ego,
joue dans ce collectif le rôle du manager. Au début, oui, ce manager était bon. Il aidait à organiser le travail, à fixer des objectifs, à obtenir des résultats. Mais avec le temps, sous la pression du monde extérieur et de ses propres ambitions, il s'est transformé en tyran. Il est devenu obsédé par un seul et unique indicateur, la productivité. Et voilà que ce manager tyrannique, l'ego, regarde les rapports et voit, la productivité chute. L'enthousiasme a baissé. La créativité est à zéro. Et comment réagit-il? Il ne descend pas dans l'atelier pour parler aux gens. Il ne demande pas « Les gars, que s'est-il passé? Peut-être qu'il vous manque des ressources? Peut-être que vous êtes fatigué? Peut-être avons-nous perdu de vue notre mission commune ?» Non, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il resserre le contrôle. Il introduit de nouveaux indicateurs de performance. Il déclare la guerre à la procrastination, comme si c'était un ennemi extérieur, et non le symptôme d'un mal intérieur. Il exige de travailler le week-end, promettant une prime sous forme de vacances, qui ne donnera aux gens qu'un bref répit avant de retourner dans la même prison. Votre ego essaie de résoudre un problème de morale en baisse avec une feuille de calcul, sans comprendre que l'âme n'a pas besoin d'optimisation, mais de poésie. Et que se passe-t-il pendant ce temps avec le collectif, le reste de votre psyché? Il est épuisé, il n'a plus de couleur. Les musiciens ont oublié leur mélodie. Le jardinier voit que le jardin se dessèche, mais on lui ordonne de récolter les fruits de l'année dernière. Ils ont perdu le sens. Ils ne travaillent pas pour un grand objectif, mais pour exécuter les directives insensées du manager. Et à un moment donné, lorsque toutes les demandes et allusions silencieuses ont été ignorées, le collectif fait la seule chose qui lui reste. Il déclare la grève. Votre burn-out, votre apathie, votre procrastination, ce n'est pas de la paresse ni une panne. C'est une protestation organisée et à grande échelle. C'est une grève de votre collectif créatif contre la tyrannie du manager. Votre âme refuse de travailler dans des conditions inhumaines. Et elle ne bougera pas tant que le manager ne s'assiera pas à la table des négociations. Cette grève n'est pas une abstraction. Ce n'est pas juste une belle métaphore. Elle se produit dans votre corps chaque jour, chaque heure. Votre corps est la scène sur laquelle se joue ce drame. Et chaque douleur dans le cou, chaque tension dans la mâchoire, est une réplique dans ce grand dialogue entre le manager tyran et le collectif en grève. Apprenons à la remarquer. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose d'important. Pas seulement d'écouter, mais de ressentir. Mettez cette vidéo en pause dans un instant et répondez honnêtement à une question. Ne pensez pas, mais ressentez la réponse. Souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes forcé à faire quelque chose. Peu importe quoi. Finir un rapport alors que vous n'aviez plus de force. Aller à une réunion qui vous donnait la nausée. Même vous forcer à vous reposer correctement, alors que vous vouliez juste vous allonger et regarder le plafond. Souvenez-vous de ce moment. Et maintenant, plongez-vous dedans. Qu'avez-vous ressenti dans votre corps à ce moment-là? Pas dans votre tête, mais bien dans votre corps. Peut-être une tension dans les épaules, comme si vous portiez un fardeau invisible. Une oppression dans la poitrine, vous empêchant de prendre une grande inspiration. Un frisson ou un nœud dans le ventre. Peut-être avez-vous serré les dents. Avez-vous ressenti une douleur sourde et lancinante dans le bas du dos? Prenez votre temps. Mettez la vidéo en pause. Restez avec cette sensation. Ce que vous venez de ressentir, c'est précisément le langage de votre collectif intérieur. C'est l'incarnation physique de la résistance. C'est votre âme, votre corps, tout votre système vivant qui vous dit un non simple et clair. Pas peut-être plus tard, pas je vais essayer, mais un non ferme et sans équivoque. Et maintenant, la deuxième question, la plus importante. Qu'avez-vous fait en entendant ce non? Quelle a été votre réaction instinctive? Avez-vous écouté? Vous êtes-vous demandé « Que se passe-t-il? Pourquoi mon corps réagit-il ainsi ?» Ou avez-vous fait ce que le monde vous a appris? Vous avez ignoré ce signal. Vous avez augmenté la pression. Vous vous êtes dit « Ressaisis-toi ». À ce moment critique, qui êtes-vous devenu pour vous-même? Un leader bienveillant ou un surveillant cruel? La réponse à cette question est la clé pour comprendre les origines de votre épuisement. Cette fracture intérieure que vous venez de ressentir dans votre corps, ce conflit entre votre intention consciente et votre résistance inconsciente, ce n'est pas votre problème personnel. Ce n'est pas un dysfonctionnement unique de votre psyché. C'est le drame universel et fondamental de l'existence humaine.
Et il y a eu un homme, un médecin et un chercheur qui a consacré toute sa vie à devenir le cartographe de ces territoires intérieurs. Son nom était Carl Gustav Jung. Jung, en travaillant avec ses patients au début du XXe siècle, voyait sans cesse le même tableau. Des personnes brillantes, volontaires, respectées, qui atteignaient tout ce qu'elles voulaient et qui pourtant se retrouvaient au bord de l'effondrement complet, en proie à la dépression, à l'apathie et à des maladies inexplicables. Il a compris que la psyché n'est pas un mécanisme docile que l'on peut programmer à sa guise. La psyché est un système vivant, autorégulé, semblable à l'écosystème d'une forêt ou au climat de la planète. Et sa loi principale, immuable, est la recherche de l'équilibre. Jung a compris que l'âme, comme la nature, ne tolère pas la monoculture. Elle exige la diversité. Et si vous plantez trop longtemps et trop assidûment sur son champ uniquement les graines du devoir, de l'efficacité et du contrôle, elle-même, dans un acte d'autoconservation, fera pousser sur ce champ les fleurs sauvages et rebelles de l'apathie, de la procrastination et de la fatigue pour rétablir l'équilibre. Pour cette loi universelle, il a trouvé un terme dans la philosophie grecque antique, l'énantiodromie. Ce mot signifie « courir à la rencontre de l'opposé ». C'est la loi selon laquelle tout extrême, en atteignant son apogée, se transforme inévitablement en son contraire. Trop de lumière engendre l'ombre la plus profonde. Un ordre excessif mène au chaos. Et l'obsession de la volonté et de la productivité conduit avec une nécessité de faire à l'impuissance et à l'épuisement complet. Votre hyperproductivité devait se transformer en épuisement total. Votre volonté surcontrôlante devait se heurter à un sabotage absolu. Votre burn-out n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur. C'est le fonctionnement impeccable, précis comme une horloge suisse, de la grande loi de l'équilibre psychique. Et en comprenant cela, nous pouvons passer de la lutte contre elle à la coopération. Cette loi de l'équilibre psychique, l'énantiodromie, n'est pas une abstraction. C'est la danse de deux grandes forces à l'intérieur de chacun de nous. Pour comprendre votre burn-out, nous devons faire connaissance avec ces danseurs. Jung les a appelés l'ego et le soi. Commençons par parler de l'ego. L'ego est ce que vous avez l'habitude de considérer comme vous-même. C'est le centre de votre conscience, la tache de lumière dans l'immense salle obscure de votre psyché. C'est votre commandant en chef intérieur, votre manager du mois, votre PDG. Sa tâche principale est l'adaptation au monde extérieur. L'ego veut de l'ordre, du contrôle, de la prévisibilité et, bien sûr, l'approbation sociale. Il fait des plans, fixe des objectifs, fait preuve de volonté. Il est l'architecte de votre persona, ce masque social que vous portez chaque jour. Utilisons une métaphore centrale qui clarifiera tout. Si toute votre psyché est un navire sur l'océan, alors l'ego est le capitaine sur la passerelle. Il a une carte, dressée par d'autres capitaines. Il a une boussole qui indique les objectifs communément admis. Le succès, la richesse, le statut. Il donne des ordres et il croit que c'est lui qui mène le navire à la gloire. Et la plus grande tragédie de l'ego est qu'il se croit maître en sa demeure, sans se douter qu'il vit sur une île minuscule au milieu d'un océan infini qui est sa véritable nature. Et qu'est-ce que le soi? Si l'ego est le capitaine, alors le soi est l'océan lui-même. Le soi n'est pas un autre joueur, c'est le terrain de jeu lui-même. C'est le centre de toute votre psyché, incluant à la fois l'ego conscient et l'inconscient infini. C'est le souverain sage et ancien de tout votre royaume intérieur. Contrairement à l'ego, le soi ne se soucie pas des normes sociales ou des rapports trimestriels. Son seul et unique but, dévorant, est la totalité. Il aspire à ce que vous deveniez celui que vous êtes destiné à être dans toute votre plénitude, et non pas seulement cette version commode et efficace de vous-même qu'approuvent l'ego et la société. Le soi, c'est la musique de toute la partition, tandis que l'ego n'entend que la partie du premier violon. Et le soi ne parle pas le langage de la logique, mais le langage des symboles, des rêves, de l'intuition, et, ce qui est le plus important pour notre conversation, le langage des symptômes corporels. Et c'est ici que naît le conflit. Le capitaine Ego déploie sa carte impeccable sur la table et dit « Nous naviguons vers le nord, vers l'île du succès. Pleine vitesse, 1. » Il ignore les signes. Il ne remarque pas qu'un vent étrange souffle, l'anxiété. Il n'entend pas la coque du navire grincer,
les douleurs corporelles. Il ne voit pas que la couleur de l'eau a changé. L'intuition suggère que quelque chose ne va pas. Il a un plan et il le suivra, quoi qu'il en coûte. Mais l'océan soi sait que le véritable trésor, nécessaire à la totalité du navire et de son capitaine, se trouve sur l'île inexplorée du Sud, l'île des talents oubliés, des sentiments réprimés ou de l'ombre rejetée. Et lorsque tous ces signaux silencieux, les courants, les vents, la couleur de l'eau, ont été ignorés par le capitaine, l'océan soi fait ce qu'il doit. Il déchaîne une tempête. Cette tempête, c'est votre burn-out. Le soi brise les mâts de votre volonté, déchire les voiles de votre motivation et laisse le navire dériver dans un silence complet pour que le capitaine obstiné se détache enfin de sa carte mensongère, monte sur le pont et regarde les vraies étoiles. Ce n'est pas une punition, c'est un sauvetage. Votre burn-out est un veto que le sage soi oppose aux plans destructeurs, unilatéraux et finalement mortels pour l'âme de votre ego. C'est un arrêt forcé pour empêcher le naufrage final. Cette lutte entre le capitaine ego et l'océan soi n'est pas une simple métaphore. Elle se joue dans des millions de vies en ce moment même. Voyons à quoi ressemble ce drame dans la réalité. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Elena. Elena était architecte, pas de profession, mais par vocation. Au début de sa carrière, elle était amoureuse des espaces, de la lumière, de la façon dont la ligne d'un mur peut changer la sensation d'une personne. Elle pouvait passer des heures sur un chantier, à respirer l'odeur du béton frais et de l'ozone avant la pluie, qu'elle aimait tant. Ses projets étaient vivants, ils respiraient. À cette époque, son ego et son soi étaient en harmonie. Le capitaine et l'océan se déplaçaient dans le même courant. Elle créait et était heureuse. Puis le succès est arrivé. Elle a été remarquée. De grands clients, des commandes prestigieuses, des articles dans des magazines sont apparus. Elena a ouvert son propre cabinet. Et sans s'en rendre compte, elle a cessé d'être une artiste pour devenir une manager. Son ego était ravi. Il avait obtenu tout ce dont il rêvait. La reconnaissance, le statut, le contrôle. Les journées d'Elena n'étaient plus faites de créativité, mais de réunions, de devis et d'échéances. Elle travaillait 12, parfois 14 heures par jour. Le dîner se composait de café et d'anxiété. Le sommeil était devenu un obstacle fâcheux qu'il fallait minimiser. La lumière froide de l'écran à 3 heures du matin était devenue son plus fidèle compagnon. Elle construisait de magnifiques bâtiments pour les autres, mais sa propre maison intérieure tombait en ruine. La joie de travailler avait disparu, remplacée par un lourd sentiment de devoir. Son portfolio s'étoffait, tandis que son monde intérieur se desséchait. Et elle n'a pas remarqué cet échange, jusqu'à ce qu'un matin, le silence dans son âme devienne assourdissant. C'est arrivé soudainement. Un mardi, elle n'a tout simplement pas pu se lever. Pas parce qu'elle était malade, mais parce qu'il n'y avait plus en elle la moindre parcelle d'énergie, ni physique, ni mentale. Comme si quelqu'un l'avait débranchée. Ce mardi s'est étiré sur une semaine, puis un mois. Les médecins haussaient les épaules. Les analyses étaient anormales. Le diagnostic était vague, syndrome de fatigue chronique, épuisement nerveux. Mais Elena savait que c'était quelque chose de plus. Ce n'était pas une panne, c'était une grève. Son âme, son collectif intérieur, refusait de continuer sur cette voie. Et alors, dans ce silence forcé, le soi a enfin pu l'atteindre. Chaque nuit, Elena faisait le même rêve. Elle rêvait d'un magnifique jardin, autrefois florissant, derrière la maison de son enfance. Mais dans le rêve, le jardin était à l'abandon. La terre était craquelée par la sécheresse, les roses étaient fanées, et la vieille fontaine au centre était à sec. Et dans le rêve, elle savait avec une certitude absolue, sa seule et plus importante tâche était de trouver de l'eau et d'arroser ce jardin. Elle se réveillait avec une sensation de soif insupportable. Ce n'était pas un simple rêve, c'était un message direct, désespéré de son soi, pointant vers ce qu'elle avait si longtemps ignoré. Sa propre âme mourait de soif pendant que son ego construisait des châteaux de sable impressionnants, mais sans vie. L'histoire d'Elena ne se termine pas par une réponse, mais par une question sur le jardin abandonné. Et cette question ne lui est pas adressée. Elle vous est adressée. Ce jardin abandonné du rêve d'Elena, c'est votre monde intérieur. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité psychologique. Pensez-y, les bâtiments,
qu'Elena construisait avec tant d'acharnement, c'est tout ce que votre ego valorise et recherche dans le monde extérieur. C'est votre carrière, votre statut, votre productivité, votre compte en banque, votre CV. C'est tout ce qui peut être mesuré, montré aux autres, transformé en une réussite. C'est la partie de votre vie qui a l'air bien sur le papier et sur les réseaux sociaux. Et votre ego, votre manager intérieur, est absolument obsédé par la construction de ces bâtiments. Il croit que plus ces constructions seront hautes et imposantes, plus vous serez heureux et en sécurité. Et le jardin? Le jardin, c'est tout le reste. Tout ce qui n'a pas de valeur extérieure et mesurable, mais qui est la source de toute votre force vitale. C'est votre capacité à jouer, votre capacité à vous réjouir sans raison, votre aptitude à vous promener sans but, votre amour pour la musique qui ne vous rend pas plus productif, vos relations qui demandent du temps et de la présence, pas de l'efficacité, votre créativité pour le processus lui-même, pas pour le résultat, votre vie spirituelle, votre lien avec la nature, votre capacité à simplement être et non à faire. C'est cela, votre jardin intérieur. Et voici la tragédie qu'a vécue Elena et que peut-être vous vivez en ce moment même. Votre ego, absorbé par la construction de bâtiments extérieurs, a complètement cessé d'arroser ce jardin. Il a considéré cela comme un gaspillage inefficace de temps et de ressources. Pourquoi passer 1 heure à se promener dans un parc si on peut la passer à répondre à des emails? Pourquoi lire de la poésie si on peut lire un livre sur la gestion du temps? Vous êtes devenu un brillant architecte de votre propre cage, en oubliant que votre vraie nature est d'être un jardinier. Et maintenant, votre jardin meurt de soif. Comprenez l'essence même de la chose. Votre épuisement n'est pas un manque d'énergie, comme un manque d'essence dans une voiture. Votre épuisement est un symptôme. C'est le cri de votre jardin intérieur qui réclame de l'eau. C'est la soif de votre âme qui est devenue si forte qu'elle s'est manifestée physiquement. Vous essayez de résoudre le problème en cherchant de nouvelles sources d'énergie dans le monde extérieur. Café, vidéos de motivation, compléments alimentaires. Mais vous cherchez au mauvais endroit. Vous n'avez pas besoin d'énergie supplémentaire. Vous avez besoin d'eau. Vous devez retourner dans votre jardin abandonné et commencer à l'arroser. Alors quel bâtiment construisez-vous avec tant d'acharnement en ce moment? Et quel jardin meurt lentement à l'ombre de ces constructions froides et impeccables? Et si la métaphore du jardin vous semble trop abstraite, rendons-la extrêmement concrète. Traduisons le langage des symboles dans le langage de votre propre vie unique. Pensez à ceci, et je vous demande à nouveau d'être d'une honnêteté totale avec vous-même. Quelle partie spécifique de vous-même avez-vous cessé d'arroser? Qu'est-ce que vous aimiez faire exactement avant que votre manager intérieur, l'ego, ne le juge inefficace, enfantin ou une perte de temps? Laissez-moi vous aider à vous souvenir. Peut-être aimiez-vous dessiner, pas pour devenir un grand artiste, mais juste pour la sensation du crayon glissant sur le papier. Peut-être aimiez-vous jouer de la guitare, en apprenant 3 accords de votre chanson préférée et chanter sans vous soucier de savoir si vous chantiez juste. Peut-être aimiez-vous vous promener sans but, en tournant simplement dans des ruelles inconnues, guidé par la curiosité et non par un GPS. Quoi d'autre? Peut-être lisiez-vous de la poésie, pas pour son utilité, pas pour le développement intellectuel, mais simplement pour la beauté de la langue, pour la musique des mots. Peut-être écoutiez-vous un album entier du début à la fin, simplement allongé sur le sol en regardant le plafond, laissant les sons vous emporter. Peut-être écriviez-vous dans un journal, démontiez-vous de vieux mécanismes, parliez-vous pendant des heures avec un ami non pas d'affaires, mais de rêve. Peut-être vous souvenez-vous du garçon qui pouvait passer des heures à regarder les fourmis, ou de la fille qui écrivait des histoires dans un cahier secret. Où sont-ils maintenant? Qu'est-il advenu de toutes ces parties de vous? Comprenez bien, ce ne sont pas des caprices. Ce ne sont pas des passe-temps à pratiquer quand on aura le temps. Ce sont des nutriments vitaux pour votre âme. C'est précisément l'eau que réclame votre jardin intérieur. Chacune de ces activités inutiles est un canal par lequel l'énergie du soi, l'énergie de la totalité, entre dans votre psyché. Et lorsque votre ego ferme tous ces canaux au nom de la productivité, il condamne tout le système à la sécheresse. Et maintenant, je veux vous demander de faire plus que simplement y penser. Je veux que nous fassions ensemble le premier pas vers la guérison.
Écrivez dans les commentaires sous cette vidéo de quel jardin abandonné vous venez de vous souvenir. Qu'était-ce? Le dessin? La danse dans la cuisine? La lecture de fantaisie? Pas besoin d'écrire une dissertation. Un mot, une phrase suffit. Ne nous contentons pas de regarder cette vidéo. Créons ici, dans cet espace, un recensement des joies oubliées. Que le fil des commentaires devienne un témoignage vivant de la quantité de beauté que nous avons sacrifiée à l'efficacité. Que ce soit le premier acte symbolique d'arrosage de ces jardins. Le simple fait de les nommer leur redonne déjà une parcelle de vie. Je lirai chaque commentaire. Faisons-le ensemble. Nous avons donc compris que notre épuisement est le cri d'un jardin abandonné, l'appel désespéré de l'âme pour de l'eau. Mais, et si ce n'était pas seulement un cri de désespoir? Et si c'était une indication précise, infaillible? C'est ici que nous opérons le dernier et plus important renversement de notre perception. Votre burn-out n'est pas un échec. C'est votre boussole la plus fidèle. Une boussole ordinaire indique le nord. Cette boussole intérieure indique la vérité. Elle pointe sans pitié, sans aucune sentimentalité, vers tout ce qui dans votre vie est un mensonge. La douleur est le grand révélateur des illusions. Et votre fatigue est la douleur d'une âme lasse de faire semblant. Cette boussole pointe vers un travail qui ne nourrit pas votre âme, mais paie seulement les factures d'une vie que vous ne vivez pas. Elle pointe vers des relations qui vous vident de votre énergie, basées sur la commodité ou la peur de la solitude, et non sur un lien authentique. Elle pointe vers des objectifs qui vous ont été imposés de l'extérieur, par la société, les parents, votre propre ego, mais qui n'ont jamais été vraiment les vôtres. Votre épuisement est la réaction allergique de votre âme au mensonge. Où que son aiguille pointe, sachez-le, c'est là que vous vous trahissez. Le monde moderne nous apprend à traiter la crise comme une maladie qu'il faut guérir au plus vite pour revenir à un état normal. Mais la sagesse de l'âme propose un autre regard. Ce n'est pas une crise à surmonter, c'est une invitation qui ne se refuse pas. Une invitation à une vie plus profonde, plus honnête, plus authentique. Les anciens alchimistes croyaient que pour créer de l'or, il fallait une matière première, la prima materia. La matière première. Elle était décrite comme quelque chose de sombre, de chaotique, d'informe et de lourd. Comme du plomb noir, votre épuisement, votre apathie, votre désespoir, c'est votre prima materia. Ce n'est pas un déchet dont il faut se débarrasser, c'est une matière première précieuse. C'est précisément ce plomb noir et lourd de votre état, qui vous semble inutile et honteux, que l'alchimiste de l'âme peut et doit transformer en l'or d'une vie authentique. Votre tâche n'est pas de fuir cette obscurité, mais d'y entrer courageusement, car c'est précisément là que se cache tout ce qui vous manque tant. La paix, le sens et la vraie force. Si votre burn-out est une boussole qui pointe vers le mensonge, alors l'aiguille de cette boussole pointe toujours vers l'intérieur. Le véritable voyage ne commence pas par un changement de travail, ni par un déménagement dans un autre pays, ni par une nouvelle liste de tâches. Il commence par un acte fondamental, révolutionnaire, un changement de loyauté. Toute votre vie consciente, vous avez été loyal aux exigences du monde extérieur. Vous avez été un soldat fidèle de votre ego qui cherchait à se conformer, à réussir, à vaincre. Maintenant, votre tâche est de transférer cette loyauté à l'intérieur. Devenir un allié fidèle de votre âme, de votre soi. Cela signifie apprendre à entendre sa voix silencieuse et à lui faire plus confiance qu'aux ordres bruyants du monde. Et le tout premier pas, le plus difficile sur ce chemin, est la rencontre avec ce que Jung appelait l'ombre. Dans le contexte de notre problème, l'ombre représente toutes ces parties de vous que votre ego productif a déclarées ennemies. C'est votre soi-disant paresse, votre improductivité, votre faiblesse, votre besoin de silence et d'inaction. Tout ce dont vous avez honte et contre quoi vous luttez avec tant de fureur. Vous avez passé des années à essayer d'exorciser ces démons, sans comprendre qu'il ne s'agissait que de Dieu affamé, réclamant votre attention. Car c'est précisément dans ces parties rejetées, obscures de vous-même, que se cache la sagesse dont vous avez un besoin vital en ce moment. Votre paresse est en réalité la sagesse de votre corps, qui réclame de la récupération. Votre procrastination est souvent la sagesse de votre intuition qui sabote une activité dénuée de sens ou nuisible pour l'âme. Votre faiblesse
et votre capacité à être vulnérable, ouvert, sensible, sans laquelle aucun lien authentique n'est possible. Par conséquent, la véritable solution n'est pas une lutte extérieure, mais un travail intérieur d'intégration. Cela signifie que vous devez cesser la guerre. Votre tâche n'est pas de vaincre votre paresse, mais de vous asseoir à la table des négociations avec elle. De l'imaginer comme une figure distincte, comme un conseiller sage, bien que fatigué, et de lui poser des questions. La prochaine fois que vous sentirez une crise de paresse ou de procrastination, au lieu de vous réprimander, essayez de demander « De quoi essaies-tu de me protéger ? Quel besoin important ai-je ignoré si longtemps que tu es obligé de te manifester si bruyamment ? Veux-tu que je me repose ? Ou essaies-tu de me dire que la tâche que je m'apprête à faire est dénuée de sens ? » Ce dialogue avec l'ombre est le début de la guérison. C'est le premier pas pour cesser d'être votre propre geôlier et devenir votre plus sage conseiller. Ce dialogue avec les parts d'ombre de soi-même n'est pas une philosophie abstraite. Il peut et doit être pratiqué. Laissez-moi vous proposer 2 moyens simples mais puissants de commencer cette conversation dès aujourd'hui. Ce ne sont pas des astuces pour augmenter la productivité. Ce sont des pratiques pour approfondir la sagesse. Le premier exercice s'appelle le journal des symptômes ou le dialogue avec la fatigue. Il consiste en ceci. La prochaine fois que vous ressentirez une vague de fatigue, d'apathie ou l'envie de tout laisser tomber, ne faites pas ce que vous avez toujours fait. Ne luttez pas contre elle. N'essayez pas de la surmonter avec du café ou de la volonté. Au lieu de cela, arrêtez-vous. Prenez une pause de 5 minutes, ouvrez un carnet ou les notes de votre téléphone et commencez à écrire. Adressez-vous directement à votre fatigue comme à un être vivant. Commencez ainsi « Bonjour ma fatigue ». Puis posez-lui quelques questions et notez les toutes premières réponses qui vous viennent à l'esprit sans les analyser. Qu'est-ce que tu veux me dire en ce moment ? Quelle activité que je suis en train de faire ou que je m'apprête à faire me demandes-tu d'arrêter ? Quel besoin profond est-ce que j'ignore ? Quelle est la chose la plus simple et la plus bienveillante que je puisse faire pour moi dans les 10 prochaines minutes ? Au début, cela peut paraître étrange, mais en le pratiquant régulièrement, vous accomplirez un miracle. Vous transformerez votre fatigue d'un mur sourd contre lequel vous vous heurtez en une porte par laquelle les révélations les plus importantes commenceront à vous parvenir. Vous commencerez à voir des schémas clairs. La fatigue vous submerge-t-elle lorsque vous répondez aux emails d'une certaine personne ? Lorsque vous travaillez sur un projet qui répugne à votre âme ? Lorsque vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux ? Votre symptôme deviendra votre diagnosticien. Le deuxième exercice s'appelle le micro-sabbat ou le rien sacré. Notre culture est obsédée par le faire. Même notre repos est devenu un projet à optimiser. Nous écoutons des podcasts utiles, lisons des livres intelligents, faisons du sport. Nous avons désappris à simplement être. Cet exercice vise à entraîner ce muscle atrophié. Choisissez dans votre journée 1 ou 2 créneaux de 15 minutes. Mettez un réveil. Et pendant ces 15 minutes, toute activité intentionnelle vous est interdite. Pas de téléphone, pas de livre, pas de podcast, pas de tâches ménagères. Vous ne pouvez faire que rien. Vous asseoir sur une chaise et regarder par la fenêtre. Vous allonger sur le sol et écouter les bruits extérieurs. Marchez lentement dans la pièce. Simplement respirer. Votre esprit se rebellera. Il vous proposera des listes de choses à faire, des angoisses, des idées. Votre tâche est de le remarquer doucement et de revenir à rien. Le but de cet exercice est de créer dans votre journée un minuscule vide sacré. C'est dans un tel silence, libéré du bruit de l'ego, que la voix silencieuse du soi a une chance d'être entendue. Ce n'est pas du temps perdu, c'est le rien le plus important et le plus productif que vous puissiez vous permettre. Ces pratiques, le dialogue avec la fatigue et le micro-sabbat, ne sont pas de simples techniques. Ce sont des actes pour cultiver en soi une toute nouvelle forme de force. Une force dont la culture de la performance ne parle pas, car elle ne mène pas au succès extérieur, mais à la totalité intérieure. On nous a appris à confondre la force avec la dureté. On nous a inculqué que la force, c'est la capacité de se contraindre. La capacité de se lever quand on a envie de rester couché. La capacité de travailler quand l'inspiration n'est pas là. La capacité de sourire quand on a mal à l'âme. C'est la force de l'ego, la force du surveillant, la force du conquérant, la force du tyran.
C'est un moteur bruyant qui fonctionne en brûlant vos propres ressources jusqu'à la panne. Et vous savez déjà où mène cette force, à l'épuisement. Mais il existe une autre force, silencieuse, profonde, indestructible. C'est la force du soi. La vraie force, ce n'est pas la capacité de se forcer à dire oui quand tout en soi crie non. La vraie force, c'est le courage d'entendre ce non intérieur et de le respecter comme un veto sacré. La vraie force, c'est l'audace de choisir la totalité plutôt que la productivité. C'est le courage de renoncer à un projet qui promet de l'argent mais qui tue l'âme. C'est le cran de mettre fin à une conversation qui vous épuise. C'est la vaillance de s'autoriser une journée de rien à faire en pleine période d'échéance, parce que votre boussole intérieure indique un besoin de repos. Ce chemin, celui de l'écoute et non de la contrainte, est bien plus difficile que n'importe quel régime de productivité. Il est plus difficile car il ne requiert pas une discipline de fer, mais une honnêteté radicale envers soi-même. Il est facile de se forcer à travailler 1 heure de plus. Il est beaucoup plus difficile de s'avouer que ce travail n'a plus de sens pour soi. Il est facile de suivre le plan d'un autre. Et il est infiniment plus complexe d'attendre en silence que le sien propre se manifeste. Mais je veux que vous entendiez ceci maintenant. Chaque fois que vous choisissez d'écouter votre fatigue au lieu de la combattre, vous faites preuve d'une force véritable. Chaque fois que vous vous autorisez à être inefficace pour préserver votre paix intérieure, vous accomplissez un acte de grand courage. Ce chemin peut sembler être une retraite. Le monde peut le considérer comme une faiblesse. Mais vous connaîtrez la vérité. C'est le seul chemin qui ne mène pas à une nouvelle réussite, mais à la maison, à soi-même. Nous avons parcouru un long chemin en 1 heure. De la sensation d'être une machine cassée qu'il faut réparer, à la compréhension de la sagesse de l'âme qui essaie de nous sauver. Nous avons parlé de la tyrannie de l'ego et du murmure du soi, des jardins abandonnés et du droit sacré de dire non. Et s'il y a une seule et unique vérité, le secret principal qui se cache au cœur même de votre épuisement, il est le suivant. L'énergie n'est pas une ressource à extraire. C'est un état dans lequel il faut entrer. Toute la culture moderne de la productivité est construite sur une fausse prémisse, sur la métaphore de l'énergie comme du pétrole. Nous croyons que ces réserves sont limitées, qu'il faut l'extraire de sources extérieures, café, sommeil, nourriture, motivation, puis la dépenser efficacement. Nous sommes devenus les géologues et les gestionnaires de notre propre force vitale. Et cela nous a épuisés. Mais la sagesse de l'âme propose une autre métaphore. L'énergie n'est pas du pétrole dans un puits. L'énergie est une rivière qui coule d'elle-même lorsque son lit est dégagé. La force vitale n'est pas ce que vous faites. C'est ce que vous vous autorisez à être. C'est le sous-produit naturel d'une vie vécue en accord avec sa vraie nature. Elle surgit d'elle-même lorsque vous faites un travail que vous aimez. Lorsque vous fréquentez des gens qui vous nourrissent. Lorsque vous vous autorisez à vous reposer, à jouer, à rêver. Vous avez cherché l'énergie dans le monde extérieur, comme si une vague cherchait l'océan, sans comprendre qu'elle en est une partie indissociable. Votre tâche change donc radicalement. Cessez d'essayer d'allumer un feu. Cessez de chercher de nouvelles allumettes plus efficaces. Votre tâche est simplement d'enlever toutes les pierres avec lesquelles votre ego, vos peurs et vos « il faut » ont obstrué votre source intérieure. Enlevez la pierre de l'auto-jugement. Enlevez la pierre du travail insensé. Enlevez la pierre des relations toxiques. Créez le silence. Créez l'espace. Et la source jaillira d'elle-même. Elle ne peut pas ne pas jaillir, car couler est sa nature. Et lorsque vous cessez d'obstruer votre source avec des pierres, lorsque vous commencez à pratiquer cette confiance dans le flux intérieur, que devient la vie? Jetons un œil à cet avenir un instant. Imaginez une vie où le repos n'est pas une maigre récompense pour un travail harassant, mais un rituel sacré et inviolable, nécessaire à la sagesse et à la créativité. Imaginez une vie où votre énergie est votre principale boussole, à laquelle vous faites plus confiance qu'à n'importe quelle liste de tâches ou opinion d'autrui. Où vous prenez des décisions non pas en fonction de ce qui est correct ou rentable, mais en fonction de ce qui vous donne de la force et de ce qui vous en prive. Imaginez que vous vous réveillez le matin et votre première question n'est pas « que dois-je faire ?», mais « qu'est-ce qui veut être vécu à travers moi aujourd'hui ?» Imaginez la liberté de dire non sans culpabilité ni excuse et de dire oui uniquement à ce qui fait chanter votre cœur.
et de dire ce oui de tout votre être. Imaginez que vous travaillez, créez, aimez non par devoir ou par peur, non pour combler un vide intérieur, mais par plénitude. Parce que votre source intérieure jaillit avec une telle force que vous ne pouvez tout simplement pas vous empêcher de partager cette eau avec le monde. Cette vie n'est pas une utopie pour quelques élus. Ce n'est pas une fantaisie. Elle n'est pas quelque part là-bas, derrière des montagnes de réussite. Elle vous attend ici même, de l'autre côté de votre lutte longue et épuisante contre vous-même. Elle commence à l'instant même où vous déposez les armes. Cette image de l'avenir devient une réalité grâce à des gens comme vous. Et pour cela, je tiens à vous remercier. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous. Merci pour votre confiance, pour votre temps, mais surtout pour votre courage. Il faut un immense courage dans notre monde bruyant et exigeant pour s'arrêter et regarder dans son propre silence, dans sa propre fatigue, au lieu de la fuir. Votre geste n'est pas seulement un acte de guérison personnelle, c'est un acte de création d'une culture nouvelle, plus humaine. Une culture où la sensibilité est plus appréciée que la productivité, et la sagesse de l'âme plus que la logique de l'ego. Chaque fois que vous vous choisissez, vous donnez la permission silencieuse à une autre personne de faire de même. Et sachez que vous n'êtes plus seul dans cette quête. En ce moment même, avec vous, des milliers d'autres personnes ont entrepris ce voyage. Vous faites partie d'une tribu croissante et invisible de chercheurs. La tribu de ceux qui sont fatigués des réponses superficielles et qui choisissent la profondeur plutôt que la vitesse, l'authenticité plutôt que l'approbation. Merci d'être là. Merci d'exister. Si ce voyage intérieur a été précieux pour vous et que vous souhaitez continuer ce chemin ensemble, alors je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines expéditions dans les territoires inexplorés de l'âme. Nous continuerons à descendre dans les profondeurs pour y trouver non pas les monstres que l'on nous a appris à craindre, mais les trésors oubliés qui attendent leur heure. Et si, au cours de notre conversation, vous avez pensé à quelqu'un en particulier, un ami, un collègue ou un proche qui, vous semble-t-il, essaie aussi désespérément de gagner une guerre contre lui-même, partagez cette vidéo avec lui. Ce ne sera pas un simple partage, ce sera un acte de profonde bienveillance, un message silencieux qui peut être plus important que 1000 mots. Je te vois. Ta fatigue a un sens. Tu n'es pas seul. Votre soutien sous forme de j'aime et de commentaires, dans lesquels vous avez si courageusement partagé vos histoires, aide ces idées à percer le bruit du contenu superficiel et à trouver ceux qui les cherchent dans le silence de leur épuisement. Merci encore une fois, et souvenez-vous, avant d'essayer de changer le monde, trouvez le silence pour écouter le vôtre.